Docteur Synapse. Aujourd'hui, nous détaillerons l'hyponatrémie en 5 étapes. D'abord, la définition. L'hyponatrémie est composée d'hypo et natrémie. Natrémie étant la concentration de sodium dans le sang, qui doit être comprise normalement entre 135 et 145 millimoles par litre. Hypo veut dire une faible concentration. Ainsi, l'hyponatrémie étant une faible concentration de sodium dans le sang qui est inférieure à 135 millimoles par litre. Pour la seconde étape, on va se poser la question, est-ce que c'est une vraie hyponatrémie? Nous allons ainsi mesurer l'osmolalité. Ok. Qu'est-ce que l'osmolalité? L'osmolalité est une propriété qui dépend du nombre de particules, c'est-à-dire d'osmoles de soluté présents dans la solution. Il faut retenir que l'osmolalité calculée est égale à 2 fois Na+, plus le glucose divisé par 18, plus l'urée divisé par 2,8. Ainsi, l'osmolalité plasmatique est normalement comprise entre 280 et 300 milliosmoles par kilo. Ok, maintenant on va imaginer 3 cas de figure de variation de l'osmolalité. Lorsqu'on a une vraie hyponatrémie, qui est une hyponatrémie hypoosmolaire, on aura une diminution du sodium. Le deuxième cas de figure étant l'hyponatrémie hyperosmolaire due à une augmentation des osmoles effectifs. Il faut retenir que dans cette situation, le trou osmolaire, c'est-à-dire l'osmolalité mesurée moins l'osmolalité calculée, sera supérieur à 10. Je vais vous donner ici des exemples de situations pour rencontrer une hyponatrémie hyperosmolaire. L'hyperglycémie dans le diabète, l'hyperuricémie dans l'insuffisance rénale, ou les intoxications telles que l'intoxication à l'éthanol, à l'alcool ou à l'éthylène glycol. Dernière situation, hyponatrémie isoosmolaire, appelée aussi pseudo-hyponatrémie, qui est due à une mesure inadéquate du sodium dans le sang. Tout d'abord, je vais tracer un rectangle qui représente le sang. En bleu, je vais représenter le sodium, en vert, le plasma, et en rouge, les protéines et les lipides. Ainsi, la concentration de sodium va être mesurée en tenant compte non seulement du plasma, mais aussi des protéines et des lipides. Je vais effectuer un même tracé, mais cette fois-ci avec une hyperprotéinémie ou une hyperlipidémie. Dans ces deux situations, on aura une sous-estimation du sodium qu'on appellera pseudo-hyponatrémie. Ouf, c'était bien lourd tout ça. Maintenant, on va passer à quelque chose de bien plus clinique. On arrive à la moitié, à la troisième étape. Quel est le bilan qu'il faut effectuer? Première chose à faire, il faut courir voir le patient pour évaluer sa volémie. Lors d'une hypervolémie, vous serez face à un patient qui présente des symptômes suggestifs d'une surcharge hydrique. Ici, je dessine un patient qui tousse avec un gros ventre et des membres inférieurs très gonflés, avec des râles crépitants diffus aux 2 champs pulmonaires. Il faut visualiser le patient comme une planche anatomique. Cette surcharge hydrique peut être due soit à un problème rénal lors de l'insuffisance rénale par exemple, ou non rénale, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance hépatique, ou lorsqu'on présente un faible taux d'albumine circulant dans le sang, comme dans le syndrome néphrotique. Pour résumer, le tableau clinique sera assez riche, toux, dyspnée, épanchement pleural, ascite et œdème des membres inférieurs. Cette fois-ci, on est face à un patient sec, c'est-à-dire hypovolémique. Le patient peut perdre de l'eau à cause d'un problème digestif, soit par le haut lors de vomissements ou par le bas lors de diarrhée. La deuxième étiologie d'hypovolémie étant un problème rénal. Voici notre fameux molycontis en train d'uriner près de la glande basse. Un exemple de perte rénale étant l'usage de diurétiques. En résumé, lors de l'hypervolémie, on peut être confronté soit à un problème rénal ou non rénal, comme lors de l'hypovolémie. Si le patient n'est ni hypervolémique ni hypovolémique, il est bien évidemment euvolémique. 2 cas de figure, soit l'osmolalité urinaire est concentrée
à savoir supérieur à 100, il faut penser au SIADH. D'autres critères permettent de suggérer le SIADH, tels que l'osmolalité urinaire supérieure à l'osmolalité plasmatique, l'absence d'insuffisance urinalienne, d'insuffisance rénale, d'insuffisance thyroïdienne, voire d'usage de diurétiques. Ok, le deuxième cas de figure étant une osmolalité urinaire inférieure à 100, et là il faut penser plutôt à la potomanie. Pour la quatrième étape, un peu de clinique. Dans la majorité des cas, l'hyponatrémie est asymptomatique. Mais pour comprendre les symptômes d'une hyponatrémie, je dessine ici du tissu cérébral qui va être exposé à une concentration de sodium inférieure à 125 de façon aiguë. Ceci entraîne le passage rapide d'eau des vaisseaux vers les cellules cérébrales qui gonflent très rapidement. Ainsi, l'hyponatrémie entraîne essentiellement des symptômes neuraux tels que des céphalées, des nausées, de l'épilepsie, voire même un coma. Ok, jusqu'à maintenant on a été très théorique, mais que faut-il faire face à une hyponatrémie? Tout d'abord, il faut évaluer les critères de sévérité. Est-ce que la concentration de sodium est inférieure à 125? Est-ce que l'hyponatrémie est aiguë et la présence d'une éventuelle encéphalopathie métabolique avec de l'épilepsie par exemple? Ici un exemple d'une jeune femme de 25 ans qui présente de l'épilepsie avec un poids de 60 kg et une concentration de sodium à 110 mmol par litre. Que faut-il faire? Le but est d'augmenter la concentration de sodium de 1 mmol par litre par heure pour arriver à une concentration plasmatique comprise entre 120 et 125. Pourquoi entre 120 et 125? Pour dépasser la zone rouge épileptogène qui est inférieure à 120 mmol par litre. Il ne faut surtout pas oublier que la correction doit être de maximum 1 mmol par litre par heure, avec une biologie de contrôle chaque heure. Imaginons qu'on hospitalise cette patiente et qu'après 3 jours, elle présente une paralysie flasque, une dysarthrie et une dysphagie. Ces symptômes sont dus sûrement à une démyélinisation pontique due à une erreur de correction de l'hyponatrémie qui a été réalisée trop rapidement. Résumons, l'hyponatrémie est une concentration de sodium inférieure à 135. La première chose à effectuer est de mesurer l'osmolalité, qui peut être élevée, basse ou normale. Élevée, c'est-à-dire supérieure à 290, basse, c'est-à-dire inférieure à 275, ou normale, c'est-à-dire comprise entre 275 et 290. Si on est face à une hyperosmolalité, il faut penser à une hyperglycémie, une perfusion hypertonique et les intoxications. Ok. Passons à l'osmolalité normale. Il faut penser à une pseudo-hyponatrémie due à une hyperprotéinémie ou une hyperlipidémie. L'hyperprotéinémie comme dans le myélome multiple. Dernier cas de figure, l'hyponatrémie hypoosmolaire, c'est-à-dire vraie hyponatrémie. Il faut évaluer en premier lieu la volémie. Si hypovolémie, il faut doser la natriurie et l'osmolalité urinaire. Si on a une natriurie inférieure à 20 et une osmolalité urinaire supérieure à l'osmolalité plasmatique, il faut penser à une étiologie non rénale, digestive par exemple. Ok. Face à une natriurie supérieure à 20, avec une osmolalité urinaire égale à l'osmolalité plasmatique, pensez à une étiologie rénale, comme les diurétiques. Le traitement se fait, selon la clinique, avec une solution salée à 0,9% ou à 3%. Maintenant, face à un patient euvolimique. Si l'osmolalité urinaire est très élevée par rapport à l'osmolalité plasmatique, il faut penser au SIADH. Si l'osmolalité urinaire est inférieure à 100, pensez à une potomanie. Le traitement consiste en une restriction hydrique avec des antagonistes de la vasopressine. Dernière situation, patient hypervolémique, avec 2 présentations. Ok, si la natriurie est supérieure à 20 avec une osmolalité urinaire égale à l'osmolalité plasmatique, pensez à une insuffisance rénale aiguë ou chronique. Et pour finir, une natriurie inférieure à 20 avec une osmolalité urinaire supérieure à l'osmolalité plasmatique, pensez à un problème hépatique, cardiaque ou à un syndrome néphrotique. Le traitement consiste en une restriction hydrique, voire des diurétiques. Pour comprendre le principe du traitement, l'hyponatrémie hypovolémique est due à une diminution très importante
du sodium et une diminution de la volémie. L'hyponatrémie euvolémique, pas de variation du sodium avec une augmentation de la volémie. L'hyponatrémie hypervolémique est due à une augmentation du sodium avec une augmentation très importante de la volémie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.